Il y a des rencontres qui font tout basculer. Bienvenue sur Tipping Point. Nous sommes Lucie et Romain, entrepreneurs convaincus que les entreprises et ses leaders jouent un rôle déterminant dans la construction du monde de demain. Un monde que nous rêvons plus juste, plus inclusif et plus respectueux. Nous dénichons pour vous des leaders inspirants et engagés. Ils ont à cœur de vous parler de leur tipping point, ces moments où tout a basculé pour eux. Peut-être deviendront-ils l'un de vos tipping points ? Bonne écoute. On est parti ? Ouais. Allez, super. Eh ben, écoutez, bonjour à tous. Et bonjour Séverine, on est ravis de t'accueillir de nouveau sur Tipping Point. C'est très très chouette. On ne savait pas comment te revoir, Séverine, alors on t'a réinvité. Non, c'est pas vrai, c'est ce qu'on se disait juste avant, Rof. Ah merci, je suis ravie. On n'a pas besoin de ça. Ravie d'être là, c'est trop joyeux. Non, on est très content de te recevoir de nouveau. Et pour toutes celles et ceux qui ne connaissent pas encore Séverine, je vous invite à aller écoutez tout de suite l'épisode 50. On avait parlé du facteur humain, c'était absolument génial. Et aujourd'hui, on prend beaucoup de plaisir à te recevoir de nouveau pour parler d'une fresque. Alors la fresque du changement humain, fresque que tu as créée, co-créée, tu vas nous raconter un peu tout ça, le modèle, à qui ça s'adresse, comment est-ce que ça se déploie dans les organisations, la complémentarité avec toutes les autres fresques qui existent, sa spécificité. Mais peut-être avant de démarrer, Séverine, est-ce que tu peux te représenter rapidement ? Oui, avec plaisir. Donc, Séverine Millet, je me suis toujours passionnée pour l'humain. Depuis que je suis enfant, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est de savoir à quoi ça sert et c'est quoi surtout d'être humain, d'être vivant. Et j'ai beaucoup exploré cette question d'abord à travers des lectures et un cheminement spirituel. Puis après, au niveau de mes études, j'ai beaucoup hésité entre psycho et droit. Et puis le besoin d'agir sur le monde me semblait plus pertinent, plus possible en allant dans le droit. Donc, je suis devenue avocate, et d'abord dans l'humanitaire, sur les droits de l'homme. Donc, j'ai d'abord travaillé sur la grande criminalité internationale, les crimes de guerre, de génocide et les crimes contre l'humanité, travaillant pour les juridictions internationales et en tant qu'avocate. Et puis, je me suis intéressée, je suis revenue à la psychologie et aux sciences humaines et sociales dans le cadre de ce métier d'avocate où j'avais besoin de comprendre pourquoi les gens agissaient comme ils faisaient dans le cadre des conflits armés, qu'est-ce qui faisait qu'on passait à l'acte. Donc, passer à l'acte, c'est devenir un criminel. Et puis, je suis revenue ensuite, je suis revenue à l'écologie parce que mes parents étaient écolos bien avant l'heure. Et ma mère était biologiste naturaliste, donc elle me parlait des enjeux, surtout de biodiversité, déjà quand j'étais enfant, dans les années 70, 80. Et mes parents étaient fous de nature, donc je me suis dit, je vais aller plutôt vers la vie, parce que j'étais sur des sujets bien mortifères. Et je me suis... je suis devenue consultante il y a une vingtaine d'années sur les questions de RSE, climat, écologie. Et très vite, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui fait qu'on ne change pas ? Qu'est-ce qui se passe en fait ? On est là tous à agir avec conviction, avec cœur, avec la preuve, surtout la preuve qu'on a raison et il ne se passe rien, donc j'ai besoin de comprendre. Donc je me suis à nouveau rapprochée des sciences humaines et sociales. J'ai créé Nature Humaine en 2006 avec cette idée qu'il fallait vulgariser les connaissances scientifiques en sciences humaines et sociales et cognitives pour les acteurs de terrain qui travaillent sur ces sujets pour qu'ils comprennent qu'est-ce qui se passe, qu'ils sachent mieux accompagner cette dimension humaine du changement en parallèle à la dimension technique et pratique qui est essentielle mais pas suffisante. On le voit bien puisque depuis 20 ans que je suis sur le sujet, il y a eu énormément de feuilles de route, plans d'action qui ont été mis en œuvre dans les organisations et qui restent au placard ou partiellement, grande partie au placard et pas du tout à la hauteur des enjeux. Donc la question reste importante. Et en fait, je me suis formée comme ça à la psychologie sociale, environnementale et à ces connaissances
par l'exploration de ces connaissances scientifiques. Alors, pourquoi les connaissances scientifiques ? Parce que je pense qu'en tant qu'ancienne avocate, je suis très attachée à la preuve. Quand on est avocat, quand on travaille pour une juridiction, on cherche la preuve. Voilà, c'est ça qui va faire qu'on aboutit. Et les expériences scientifiques sont une façon de fabriquer des preuves. Et donc, j'ai besoin de m'appuyer sur des modèles qui sont prouvés, éprouvés, expérimentés. Et donc là, aujourd'hui, on va parler d'un modèle scientifique qui a servi de base à cette fresque. Donc, c'est pour ça que je raconte tout ça. Et donc, j'ai fait ce travail de vulgarisation scientifique en lisant des thèses, voilà, vraiment en allant chercher tout à la racine, quoi. Et j'ai trouvé ça tellement génial. Et puis, il y a une quinzaine d'années, je me suis formée au coaching parce que je faisais beaucoup de conférences et je voyais que les gens étaient super intéressés, mais qu'ils ne savaient pas quoi faire de ces notions. Et mon métier, ça a été aussi au-delà de savoir accompagner cette dynamique humaine du changement ou cette dimension humaine, ça a été de créer des outils pour que ces données scientifiques deviennent des objets de travail et opérationnels pour les acteurs de terrain qui sachent vraiment. C'est super de savoir comment fonctionne la motivation, mais comment on l'accompagne, comment on crée un atelier pour dirigeants ou au sein d'une entreprise pour construire la motivation. Et pareil pour les résistances, c'est super de savoir qu'est-ce qui résiste. Il y a beaucoup de gens maintenant qui écrivent sur le sujet. D'ailleurs, ça attire beaucoup plus de gens sur le sujet, mais finalement, on en fait quoi ? Quand on sait que c'est les habitudes ou les émotions qui bloquent, bah oui, mais on a fait quoi ? Voilà. Donc, c'était vraiment ça. Et d'où l'idée de cette fresque, finalement, qui était donc, c'est un modèle que j'utilise depuis une quinzaine d'années. Et l'idée, c'était, voilà, on va en reparler après, mais c'était justement de faire que ce modèle par étapes, qui peut avoir une vocation descriptive, je l'ai beaucoup utilisé au début comme ça, a aussi une vocation d'accompagnement et de transformation. Voilà. Donc, c'est de ça qu'on va parler. Et peut-être pour finir la présentation, donc je forme énormément d'acteurs depuis une quinzaine d'années. Et c'est un grand bonheur de transmettre ces connaissances à ces métiers qui sont souvent des vocations. Donc, j'ai cette chance-là de former des gens qui ont vraiment tout leur cœur. Et après, c'est aussi la limite de l'exercice, c'est qu'on a tendance tous à s'épuiser un peu, voilà, contre les moulins à vent. Mais voilà, donc moi aussi, mes formations, elles ont cet objectif d'aider les gens à mieux comprendre et du coup mieux maîtriser aussi leur contexte d'action, tant individuel qu'organisationnel, et du coup à trouver plus de force. Et c'est vrai que dans les formations, j'accompagne beaucoup aussi les émotions, le sentiment d'impuissance. Parfois, on me demande pour les équipes internes de travailler sur l'éco-anxiété. Et juste, j'ai l'impression de faire un métier essentiel et ça me nourrit. Voilà. Et puis sinon, pour finir, le petit portrait, je fais du coaching de dirigeants, voilà, qui ont besoin de travailler sur leur leadership pour être en capacité de porter cette démarche de transition si exigeante et si challengeante, de la porter, de trouver toutes les ressources internes et eux-mêmes de dépasser aussi éco-anxiété, impuissance, sentiment d'incapacité, qui sont un peu notre lot à tous. Donc, voilà. Est-ce que tu veux nous parler du modèle qui sous-tend la fresque ? Peut-être juste dans ces grandes lignes, on avait un tout petit peu discuté ensemble dans l'épisode, Romain, tu le rappelais, c'est 50. Le numéro 50. Mais peut-être qu'on peut juste rebalayer un petit peu pour qu'on comprenne. Alors, c'est dans les années 80, un petit groupe de chercheurs, et notamment les docteurs Prochaska et Dick Clement, qui étaient dans une université américaine, je ne sais plus laquelle, Michigan, je crois. On fait le choix de regrouper une petite trentaine de modèles de changement qui étaient alors soit validés scientifiquement, soit très reconnus dans le milieu scientifique de la psychologie. Puisqu'ici, on est plutôt dans la psychologie clinique, donc appliquée aussi au sein
au sein des hôpitaux, puisque c'est des psychologues qui travaillent en milieu hospitalier, sur les addictions de type cigarette, alimentation, alcool, et qui avaient besoin de trouver une façon d'accompagner en fait ces individus en grande souffrance dans leur addiction. Et donc, en faisant une synthèse de ces 26 modèles, on avait à la fois des modèles très comportementalistes, mais des modèles aussi parfois plus... il y avait le modèle de Freud et de Jung qui faisait partie, donc plus dans la psychanalyse, qui a été une école très importante, hein, même en France, enseignée dans les écoles de psychologie. Voilà, donc pour créer un modèle très complet qui tienne compte de différentes disciplines, différentes représentations du changement, et être en capacité d'accompagner très sérieusement ces individus, non pas dans le changement tel qu'on l'entend habituellement, c'est-à-dire passer d'un état A à un état B, ce que nous visons en général. Nous voulons un passage à l'action, mais dans tout le processus de changement, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe avant le passage à l'action et après, qui va permettre sa pérennité. Et donc, toutes ces étapes avant et après, voilà, c'est ça que décrit ce modèle. Et ce modèle a été, donc, qui date des années 80, enfin du début, de 1980, première expérience. Il a été très testé dans le monde, très commenté, très critiqué, très encensé. Voilà, tout ce qu'il faut pour faire de la science. Et donc, c'est ça qui est chouette, qui est puissant. Et il a été testé dans d'autres domaines médicaux, comme faire du sport, mais aussi mieux gérer son argent. Voilà, les gens qui ont des comportements avec l'argent qui sont dangereux, comportements de jeu, de mauvaise gestion du budget. Et puis aussi la violence chez les hommes envers les femmes. Et puis, depuis très peu de temps, je le vois utilisé dans l'écologie. Florence Labarre, toute jeune sociologue, a fait sa thèse sur l'application du modèle à une campagne de communication pour la RATP, pour inciter les individus à passer d'une étape à l'autre. Elle n'a pas prouvé tout le modèle, mais elle a prouvé, en tout cas sur une fenêtre du modèle, que effectivement ça fait passer d'une étape à l'autre. Donc ça, c'est génial. Et puis, le modèle a été enfin testé par ses propres fondateurs, les Prochaska, c'est un couple, hein, un homme, une femme, le couple. Et puis, je crois que Dick Clement est décédé maintenant. Ce sont des personnes assez âgées. Je crois qu'ils approchent les 80 ans. J'ai la chance d'être en contact avec eux. Alors, c'est assez joyeux aussi. Et a été testé dans l'organisation pour voir si ça permettait aussi d'accompagner des entreprises dans leur transition. Et ils ont observé que c'était le cas. Voilà. Et donc, moi, j'ai découvert ce modèle il y a 15 ans. J'ai tout de suite vu l'intérêt descriptif du modèle, c'est-à-dire d'expliquer le changement. Et puis, au fur et à mesure, de voir aussi que... Parce qu'en fait, ce modèle qui se présente en plusieurs étapes, donc 5, 6 ou 7, selon qu'on regarde, qu'est-ce qu'on regarde, mais il a aussi une dizaine de processus qui permettent de... entre chaque étape, il y a un certain nombre de processus qui vont permettre de passer d'une étape à l'autre. Et ces processus nous disent, voilà ce qu'il faut regarder et faire. Enfin, voilà ce qu'il faut prendre en compte. Ça dit pas ce qu'il faut faire. Ça dit, voilà ce qu'il faut prendre en compte. Pour le prendre en compte, à vous de définir les actions. Voilà. Donc moi, j'essaie de faire un mélange à la fois de ma longue expérience de terrain, d'accompagnement des transitions, du modèle, pour créer des cartes qui représentent les étapes, les processus, mais aussi qui permettent d'aller vers l'action. Voilà. Et je pense à terme, dans les 6 prochains mois, créer un autre niveau de cartes, avec des cartes actions, avec plus de précision. Et puis, il y a aussi, en plus des 10 processus, on a 2 facteurs
humains qui sont estimés comme essentiels tout au long des étapes. Alors, un facteur humain, c'est quoi ? On peut dire que c'est un déterminant humain, c'est-à-dire quelque chose qui en fait détermine le comportement d'une personne et du coup qui nous dit finalement qu'est-ce qui va freiner ou faire levier dans son comportement. Hein. Donc, le facteur humain ou déterminant humain, on va avoir les habitudes, sont un déterminant. Les biais cognitifs, il y en a plein, donc chacun peut être un déterminant. Les émotions sont un déterminant, les représentations sociales, les valeurs, les croyances, qu'est-ce qu'on peut avoir ? J'ai un blanc. Toi, tu sais ça, Lucie ? Là, comme ça, je ne peux pas t'aider. Le déni. Le déni, voilà, c'est un mécanisme, voilà, qui est lié à la dissonance cognitive. C'est un déterminant qui peut agir, voilà. Et donc chaque déterminant, c'est pour ça qu'en fait, on va pas parler de frein, on va parler de facteur humain ou de déterminant humain, et on va voir est-ce que ce déterminant, ce facteur, va agir contre ou pour l'action, le comportement. Est-ce qu'il va susciter le comportement voulu ou susciter un comportement contraire. Voilà, c'est ça qu'on va regarder. Et donc, ces deux déterminants, on pourra y revenir, c'est le sentiment d'efficacité personnelle, que j'appelle sentiment de capacité, ça parle plus, et ce qu'ils appellent la balance décisionnelle, qui est un élément qui est très lié à la motivation, et qui est est-ce que je vois plutôt le bénéfice de mon action ou les désavantages ? Voilà. Et tout ça, c'est très lié à la biologie de notre cerveau qui a tendance plutôt à faire des choses qui sont bons pour nous ou qui semblent bons pour nous, même si ça ne l'est pas. Mais en tout cas, dans la logique fonctionnelle de notre organisme, semble meilleur qu'un autre. Voilà. Et donc, c'est très intéressant parce que cette balance, voilà, elle va nous dire est-ce que je regarde plutôt les bénéfices ou les risques ? Et ce qu'on observe, c'est que plus les individus progressent dans les étapes, et plus ils ont tendance à regarder les bénéfices. Voilà. Et à moins regarder. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des désavantages. Ça veut juste dire qu'ils les regardent moins. Voilà. Donc ça, je trouve ça passionnant. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'on va regarder ? Donc, il nous donne des outils pour ça, pour faire ça. Et le sentiment d'efficacité, peut-être on y reviendra, parce que là, je suis en train de commencer par la fin. Voilà, je crois que j'ai décrit le modèle. À qui ça s'adresse ta fresque, peut-être avant de... Je ne sais pas à quel niveau de détail tu as envie qu'on rentre, mais à qui ça s'adresse, comment les utiliser ouais. Alors, à qui ça t'adresse ? Moi, c'est vrai que je suis très centrée écologie, climat, RSE, voilà, c'est mon truc. Donc, je l'ai créé pour ça, mais j'ai certaines animatrices, formatrices de mon équipe cœur qui sont centrées sur tous les enjeux aussi d'apprentissage, de l'entreprise, d'évolution. Donc, j'observe que ça peut prendre ce chemin. À qui ça s'adresse ? Donc, à toutes les personnes qui accompagnent des processus de changement ou sont pris dans un processus de changement et ont besoin de savoir où ils en sont et quoi mettre en place pour être efficaces. Donc, soit pour les publics que j'accompagne, soit pour moi. Voilà. Donc, en fait, moi, je l'utilise. Donc, la fresque est incluse dans mes formations. Donc, j'ai formé des centaines, peut-être plus de 1000 acteurs de terrain sur les territoires ou dans les entreprises à cette fresque pour comprendre le changement et savoir mieux identifier est-ce que ce que je fais en tant qu'agent de changement est vraiment opérationnel par rapport au public que j'ai choisi. Donc souvent, ça recadre. Est-ce que c'est la bonne action ou est-ce que c'est le bon public ? Parce que ça challenge aussi par rapport à mes compétences, mes moyens, etc. Parfois, très souvent d'ailleurs,
on n'a pas les bons publics. On voudrait cibler des gens à laquelle on n'a pas accès, mais on le sait que grâce au modèle. Voilà, la plupart des gens voudraient pouvoir attirer les gens qui sont dans le déni, mais c'est les publics les plus difficiles à capter, sauf si on est une agence d'État qui a les moyens de faire des grandes campagnes de communication. Donc c'est ça, en fait, ça recalibre ça. Et puis ça me permet de dire, c'est marrant, tiens, mais en fait, mon action, elle n'est pas adaptée au public que je cible, parce qu'ils n'en sont pas là. Hein. La plupart des acteurs de terrain veulent faire que les gens passent à l'action, mais parfois, le public est encore trop loin de l'action. Donc, c'est pas ça qu'il faut faire pour les emmener dans le chemin. Or, la plupart des actions aujourd'hui sont ciblées passage à l'action. Donc, en fait, ça ne cible qu'une frange extrêmement mineure des individus. Et par ailleurs, tous les financements et toutes les évaluations sont centrés sur est-ce que mon action a permis de passer à l'action ? Ce qui fait qu'on est beaucoup dans l'échec, puisque c'est une impossibilité scientifique de vouloir que tout le monde passe à l'action alors qu'une frange mineure est en capacité. Vous voyez ? Donc moi, c'est ce que je dis. Il y a beaucoup de gens qui disent « mais nous, on voudrait que tout le monde passe à l'action et en plus qu'ils le fassent volontairement. » Et j'ai dit « ben oui, mais moi aussi, je crois au Père Noël. » Tu vois, c'est une impossibilité scientifique. Donc, en fait, le modèle, il permet ça. Donc, il est utile pour tous les acteurs pour comprendre le changement déjà, comprendre ce qui se joue et être beaucoup plus stratégique. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a 2 formats, un format découverte et un format stratégie. On peut passer une journée, voire même 2, à tirer les conclusions nécessaires de ce travail, de cette compréhension de la fresque, pour ajuster son plan d'action ou ajouter toutes les actions qu'on avait oublié de faire et qui sont quand même plus pertinentes à ce stade. Voilà. Et après, j'ai accompagné des directeurs d'une entreprise qui voulait mieux communiquer sur des services qui sont vraiment favorables à la transition. Donc, voilà, ça, c'est génial. Moi, ce que j'aime aussi, c'est l'effet waouh de la fresque et du modèle. Voilà. C'est vraiment ce truc de... Je sais qu'il y a certaines fresques qui vont créer des chocs émotionnels et je dis que c'est pas... Comment dire ? C'est pas négatif en soi. C'est juste que quand on fait ça, il faut être en capacité ensuite de rattraper les gens avant en plein vol, voilà. Parce que le choc, effectivement, peut mettre ça c'est la première carte, hein, c'est la méconnaissance. Si on apprend et on connaît mieux les enjeux, on peut tout de suite aller après dans le déni. Parce que c'est trop angoissant. Et le principe du déni, c'est de préserver l'organisme de trop d'angoisse et trop de sentiments de manque de contrôle. Tu connais ça, Lucie ? Le sentiment de contrôle, c'est quand même quelque chose qui est assez fondamental dans l'équilibre de notre organisme. Voilà. Et donc, du coup, cette fresque, elle crée pas ça. Elle crée plutôt le truc, waouh, j'ai compris pourquoi ça bloque là, je comprends mieux, ok, donc mon action, c'est trop tôt, il faut d'abord que je fasse toutes ces étapes avant, c'est génial. Et puis souvent, on me dit, c'est génial aussi, parce que moi, mon objectif, c'est de faire passer à l'action. Mes financeurs me le demandent, ils me disent aussi que je vais être évaluée là-dessus. Et moi, je suis tout le temps dans l'échec. Et donc, je suis hyper stressée, je suis démotivée, je suis en burn-out. Et là, ce que je comprends, c'est que mon métier, c'est de faire passer d'une étape à l'autre. Et du coup, je deviens puissant et compétent. Si on veut que tout le monde passe à l'action, ça fait 40 ans qu'on veut ça, hein, on va continuer à faire du surplace. Mais si on accepte que le changement... Alors, on me dit, oui, mais ça prend du temps. J'ai dit, mais regarde, ça fait 10 ans, 20 ans que tu es coincé. Regarde le temps que tu as perdu. Alors, aide plutôt les gens à passer les étapes qu'ils sont capables de passer. Et là, tu gagnes du temps, en fait. Donc, c'est tout ça que ça apporte. Et en fait, c'est une fresque assez joyeuse. Et vraiment de découverte plutôt lumineuse, quoi. Et à chaque fois, les gens sont tellement emballés, c'est incroyable les retours. J'adore. Est-ce que tu veux nous donner, sans rentrer, parce que c'est un modèle, tu l'as dit, qui regroupe tellement de modèles, qui est complexe, et là, cette petite bubble nous permet pas de rentrer dans le détail de tous les processus, mais est-ce qu'il y a par exemple une étape ou quelques... tu vois, une ou plusieurs étapes que tu peux nommer juste pour donner des exemples? Peut-être il y a
il y a un petit triangle comme ça. La deuxième, alors chaque étape, c'est comme un profil en fait. Ça permet de profiler les individus. Il y a juste la première étape de précontemplation qui regroupe tous les individus qui n'ont pas décidé d'agir. Voilà. Mais je n'ai pas décidé d'agir, il y a plusieurs raisons. Il peut y avoir la méconnaissance, mais moi j'ai identifié aussi le déni des enjeux, le déni de responsabilité. Et puis aussi après, tu as les réfractaires. Voilà. Alors celui-là, je ne l'ai pas mis en carte, je pourrais, mais voilà. C'est la seule étape où il y a plusieurs profils. Puis après, chaque étape correspond à un profil. Et donc, souvent, on me dit, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, ah, mais nous, on est dans l'action. Et puis, en fait, donc du coup, on sait où on est. Mais ça bloque. OK. Donc, si ça bloque, alors l'action, c'est la phase de test. Parce que souvent, on dit, c'est là qu'on change. Non. L'action, c'est on expérimente. On commence à changer. La plupart des actions demandent de l'expérimentation. D'accord ? Sauf si vous isolez votre toit, c'est one shot. C'est fait, c'est fait. Mais néanmoins, il y a des étapes avant, bien sûr. Mais faire du covoiturage, mettre en place de nouveaux process de fabrication, de vente, que sais-je, ou même devenir consommateur responsable, en fait, il y a même parfois des transformations identitaires. Le consommateur ne devient pas responsable juste parce que un jour, il achète une robe de seconde main ou un yaourt bio fait à 3 pas de chez lui. Oui, non, c'est très itératif et c'est très itératif. L'amélioration continue. C'est ça, et c'est ça qu'on trouve dans le modèle. C'est ça qui est génial. Et donc, on teste une fois. Qu'est-ce qui fait qu'on y retourne ? Parce qu'on peut avoir des échecs aussi. Et le modèle intègre ça. Ça, c'est un des très rares modèles au monde qui intègre la rechute. Non pas comme un échec, mais comme une étape nécessaire pour progresser. D'accord ? Et donc, l'action, tout le monde s'y croit. Mais en fait, quand on me dit ça bloque, je dis attendez, peut-être que vous n'êtes pas tout à fait là. Donc en fait, on peut identifier que la personne, oui, elle a peut-être quelques pas dans la phase test. Donc je vois par exemple en entreprise, on va avoir une belle feuille de route. Et puis seules certaines actions vont se mettre en place et d'autres vont complètement bloquer. Donc ça veut dire qu'on teste en général les actions qui sont les moins challengeantes. Or, ce n'est pas toujours le cas. Tout dépend un petit peu de l'énergie qu'il y a derrière au niveau de la direction. Mais voilà. Et puis il y a tout un pan qui va rester au placard. Donc on regarde, c'est juste que pour l'instant, beaucoup de l'énergie des individus dans l'organisation sont souvent 2 étapes avant. C'est-à-dire en contemplation, et la contemplation, c'est l'étape, moi j'appelle ça les oui mais. Ok, j'ai compris, il y a des enjeux. Oui, je peux avoir une part de responsabilité. Parfois, elle n'est pas très claire, donc ce serait intéressant de la clarifier. Mais j'ai plein de contraintes. Je vois le verre à moitié vide. Donc, vous vous souvenez, la carte balance décisionnelle. Je vois les désavantages. Ça a aussi été identifié comme un biais. Je ne me souviens plus de son nom. Ce biais où tu as tendance à voir les risques, en fait, plutôt que les avantages. Et ça peut d'ailleurs créer des décisions économiques débiles. Voilà, je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais voilà. Donc, du coup, pour l'instant, on voit la contrainte, on voit la difficulté, l'énergie nous semble trop importante et on voit, donc je dis le oui, mais j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, c'est la Chine, on essaie encore un peu de refiler le bébé. Oui, mais vous avez vu, mon voisin a la plus grosse voiture que moi. Puis vous avez vu quand même les études, là, ça dit quand même que le diesel, c'est pas si pire. Voilà. Et puis, l'aéronautique ne représente que 4% des émissions. C'est ça. C'est pas le sujet. C'est ça. Et tout ça, c'est des biais. Voilà, c'est notre cerveau qui s'arrange avec la réalité parce que le changement nous semble trop difficile. Voilà. Et donc, c'est une phase très intéressante dans laquelle on peut garder un pied pendant toute la trajectoire. Voilà. Et donc, à ce niveau-là, il y a des choses qui sont essentielles à faire et qu'on ne fait jamais. On parlait d'identité. Hein ? Et changer, c'est réévaluer certains aspects de mon identité. Notamment, qu'est-ce qui me motive ? Quel est fondamentalement ce qui me motive au quotidien ? Et parfois, ce sont des choses
dont j'ai même pas conscience. Et toutes les belles valeurs que j'affiche et auxquelles je crois et qui me font dire que oui, l'écologie c'est important, il faut que tout le monde agisse, mais qui ne me font pas agir. C'est ce que j'appelle des valeurs idéalisées ou un idéal de soi. Tout ça doit être réévalué. Ça veut dire, qu'est-ce qui me motive vraiment ? Pourquoi je vais le faire ? Est-ce que je suis prêt à renoncer à certaines valeurs qui, pour l'instant, sont très actives au quotidien, puisque les valeurs, pour notre cerveau, c'est ce qui nous fait agir. Hein ? Donc souvent, on parle de valeurs dans l'entreprise, c'est un peu tarte à la crème, parce que c'est tout plein de valeurs idéalisées. Pas toujours, hein, parfois c'est vraiment concret, mais... Oui, ça reste souvent quand même au niveau théorique. Un petit peu théorique. Donc là, c'est vraiment de dire, OK, mais qu'est-ce qui me fait vraiment agir au quotidien ? Est-ce que c'est plutôt la sécurité ? Et auquel cas, j'ai tendance à faire des actions qui me sécurisent. Et puis aussi les émotions. Voilà, fondamentales. Des trucs qu'on aborde extrêmement rarement, malheureusement, mais qui sont pourtant hyper importantes parce que l'émotion, c'est biologique. Comment on reconnaît une émotion ? C'est parce que ça permet à notre organisme de nous adapter à notre environnement immédiat. Donc, c'est une réponse à notre environnement immédiat qui nous demande de nous adapter. La peur, est-ce que je fuis ? Est-ce que j'attaque ? Est-ce que je me fige ? La colère aussi, est-ce que je redélimite ? Est-ce que je repose les limites ? La tristesse, qui est la rupture du lien. Donc, est-ce que je rétablis le lien ? Est-ce que je trouve d'autres liens nourrissants avec moi, avec les autres ? Voilà. Mais pas que, les émotions ressources aussi. La joie, on va avoir la fierté, voilà, toutes ces émotions ressources. Et donc, déjà, sur le travail de réévaluation de soi, c'est de regarder les émotions qui m'empêchent d'avancer et d'être en capacité aussi de mettre en place des stratégies pour mieux en tenir compte. Et en ce qui me concerne, c'est pas dans le modèle, mais je le rajoute, comment je vais creuser les émotions ressources. Et donc, maintenant, je propose dans les formations de travailler sur la joie, la fierté. Parce que beaucoup d'acteurs ont tellement le sentiment que quoi qu'ils fassent, que ça ne suffira jamais, qu'ils ne sont même pas fiers de tout ce qu'ils font. Et pardon de te couper, parce que me vient... là, cette définition, elle est très individuelle, elle est au niveau de chacun, puisqu'en fait, c'est assez subjectif de quelle valeur je parle, où je pars, et finalement, qu'est-ce que j'ai envie de construire pour moi et dans ma vie. Et donc, si je dois accompagner le changement d'une population plus grande et que cette étape-là individuelle, elle est nécessaire dans ce niveau de détail, est-ce que ça veut dire que c'est très compliqué d'amener un grand nombre de personnes en même temps à passer d'une étape à une autre ? Alors, on n'a pas de recul là-dessus, parce que ça n'a pas été essayé. En tout cas, on a beaucoup essayé de susciter la peur en disant attention, c'est horrible ce qui nous arrive. Et du coup, ben oui, ça crée de l'éco-anxiété, on pourra en reparler, mais c'est un peu inévitable quand même. Et de la sidération. Et de la sidération. Donc, il faut savoir, en fait, c'est comme on disait, quand vous donnez une info horrible à quelqu'un, rattrapez-le en plein vol. Si vous le laissez avec ça, vous allez créer des effets contraires, secondaires négatifs. Par contre, moi, je pense qu'il y aurait peut-être, je dis ça fait longtemps que j'y pense, mais ce serait intéressant de ne pas nier ses émotions. C'est-à-dire collectivement de dire « Ok, ça nous fait super peur, on le sait, mais on va se tenir les coudes et on va créer la société qu'on est capable de créer ensemble pour la transformer de façon à gérer ce risque qui est plus qu'un risque, hein, qui est présent maintenant, cette transformation du climat qui va changer le monde dans lequel on habite. » Et je pense que je suis pas sûre qu'on est on est un peu dans une société encore de faux semblants. Et en plus, la difficulté aujourd'hui, pour être honnête, c'est qu'il y a depuis 20 ans, et ça n'est pas encore en train de changer, une défausse massive de responsabilité des dirigeants sur les citoyens et des dirigeants sur les consommateurs,
en estimant que ce sont nous, individus, qui sommes responsables de la transformation et que tant qu'on ne change pas, voilà, ça a été le cas quand il y a eu ces problèmes, enfin la guerre en Ukraine, et où ils ont dit il y aurait moins de chauffage, voilà, moins d'approvisionnement, et du coup, on allait mettre des cols roulés. Voilà, donc ça, c'est le côté un peu extrême, mais du coup, c'est un peu difficile quand on se défausse de sa responsabilité sur les individus de partager un projet collectif. Mais je pense que pour ceux, en tout cas, qui sont en charge des grandes campagnes de communication, je pense qu'il y a matière à partager le fait qu'on a tous un peu peur et qu'en même temps, ça peut être aussi un challenge extraordinaire de transformation sociale dans un sens qui est plus au service du vivant, quoi. Donc aussi partager cet aspect-là, c'est-à-dire à la fois, ok, on sait que c'est angoissant, mais aussi c'est très excitant. Enfin, il y a ce côté-là. Et voilà, moi je ferais ça du point de vue d'un grand collectif, tu vois. Et après, pour lire beaucoup de travaux, de thèses, de confrères, consoeurs qui ont fait leur thèse sur le sujet de l'éco-anxiété, des émotions, qui sont moteurs ou pas de l'action. Est-ce que oui, c'est bien d'avoir peur pour agir, etc. Ouais, il y a plein de recherches là-dessus, donc c'est intéressant de s'y pencher. C'est de dire qu'il faut que l'émotion soit exprimée. Parce que sinon, quand l'émotion n'est pas exprimée en tant que telle, elle se transforme en plainte et en défausse de responsabilité. C'est-à-dire que quand les gens expriment « oui, mais tu sais, c'est horrible parce que tu sais, il se passe ça », vous connaissez ces espèces de conversations, on a l'impression d'être tous dans l'impuissance parce qu'on fait juste échanger des banalités sur le fait que certaines choses vont mal. J'allais dire « tout va mal », mais c'est tellement faux. Mais en tout cas, on pointe notre attention là-dessus. Et on se sent tous impuissants et on ne sait plus quoi faire. C'est qu'en fait, pourquoi ça s'exprime ? C'est parce que l'émotion qui est dessous n'est pas exprimée. Okay ? Et donc, elle se transforme en paroles un peu toxiques, comme ça. Et donc, je pense à Jean Le Goff, qui est sociologue, qui a fait sa thèse sur les émotions qui chez les écolos actifs, hein, les acteurs de l'écologie de Alternativa, sur l'angoisse, moteur de l'action ou pas, voilà. Et ben il dit ça, moi je trouve ça très important, ce qu'il dit, qu'il faut permettre des cadres sécurisants d'expression de l'émotion, et je pense qu'il faut ça maintenant dans l'entreprise, et il va le falloir, et dans la société. Et j'ai des collègues qui le disent depuis 20 ans. Depuis 20 ans qu'il faut créer des cercles de parole pour exprimer cette détresse, parce que sinon elle se transforme en inaction, en impuissance, en échec, etc. Ou en épuisement pour les acteurs qui ont le sentiment qu'il faut en faire toujours plus. Voilà. Voilà. Donc il y a plusieurs choses qui existent déjà. On peut aller là. Il y a ce que porte Negawatt, conversations carbone, qui nous viennent d'Angleterre. J'ai même vu un gars qui a créé alors c'est pas les alcooliques anonymes, mais c'est les pollueurs anonymes, je sais pas, mais je lui ai dit, mais c'est d'utilité publique ton truc, il faut que tu l'emmènes. Voilà. Moi, je le fais avec les acteurs, les agents de changement. Je le fais pas avec les individus, je le fais pas avec les publics cibles. Voilà, j'aime pas trop ce mot, mais voilà. On parle beaucoup des émotions, on trouve de la ressource parce que beaucoup sont en difficulté émotionnelle avec ce qu'ils font. Parce que voilà, en accompagnant la transition dans les organisations, ils rencontrent les freins, donc ça les met en difficulté. Je pense, est-ce qu'il y a d'autres projets comme ça me vient pas. Je sais qu'il en existe d'autres. Et donc pour moi, dans le monde d'après, effectivement, exprimer ses émotions, non pas pour manipuler les gens, pour les faire agir, mais pour le bien-être vraiment, parce que je pense que l'éco-anxiété, ça va juste exploser dans les entreprises, du fait de la mise en porte-à-faux des individus qui sont conscients et des entreprises qui font pas encore ce qu'il faut. Voilà.
J'espère que j'ai répondu à ta cette question. Dissonance énorme en fait entre ce que je ressens et là où j'agis. C'est ça. C'est ça. Non mais oui, merci beaucoup. Pardon si je t'ai fait faire une petite digression. On était à la contemplation et à ce qu'il fallait à l'individu. Alors après, je veux pas faire peur aux gens parce qu'on a l'impression qu'on va dans bah oui, c'est du psychologique bien évidemment, mais c'était ce qu'ils appellent l'éveil émotionnel. Et puis aussi, c'est important parce que c'est une étape où on va apprendre aussi les conséquences de mes actes sur les autres. Et alors, ça, c'est issu de la cigarette. Vous voyez, je fume, alors ça pue chez moi, tout sent la cigarette. Mes enfants respirent ça. Ma femme, mon mari. Puis ça crée des comportements sociaux très particuliers. Je vais plus être en lien qu'avec des fumeurs, je vais m'isoler. Et donc, sur les comportements écologiques, on n'a pas conscience, vu qu'on est une société extrêmement déconnectée de la matière réelle de notre milieu de vie, de notre corps, du vivant autour de nous, de notre interrelation, de notre interdépendance absolue. On est absolument persuadé qu'on va survivre à la mort de notre écosystème. C'est quand même magique, c'est quand même énorme. Voilà, on est tellement déconnectés que du coup, c'est intéressant. Alors, on dit que très souvent, en fait, les risques à ne pas agir sont évoqués par les consultants qui accompagnent les transitions dans les organisations. Est-ce que c'est suffisamment fait dans la balance bénéfice-risque, la balance décisionnelle, qui est la balance bénéfice-risque, on va regarder les bénéfices à changer, les bénéfices à ne pas changer, les risques à changer et les risques à ne pas changer. Donc, il y a 4 cadrans. Et c'est vraiment un outil de décision, en fait, de prise de décision. C'est un peu comme le force, faiblesse, le SWOT. Le SWOT, mais du point de vue plus psychologique, on va dire. Et donc cette réévaluation sociale, c'est comme ça que ça s'appelle, voilà, c'est ça qu'elle fait, c'est regarder les conséquences de mes gestes. Et je lisais un article de Behaven, qui est un cabinet ami, qui a été créé par une docteure en psychologie sociale spécialisée sur les questions environnementales et son collègue, donc Julia Terlet, et puis son collègue qui vient plus de la communication excusez-moi, petit chat dans la gorge, et Frédéric Dorsimon, et ils ont écrit un article comme quoi pour eux c'est la morale qui est la vraie raison de notre difficulté à prendre en main les enjeux. C'est-à-dire que le sujet n'est pas encore moral. Ça m'a vachement intéressée. Moral, ça veut dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Et justement, c'est ça, cette réévaluation sociale. C'est de mettre de la morale. Et il disait, il faut que le sujet devienne moral, parce que tant qu'il n'est pas moral, ça devient un sujet technique, pratique. Tu vois, on en parlait tout à l'heure, ouais. Toi et moi, on est en train de remettre du contrôle et de la législation, là, avec j'oublie toujours. Le CSRD. Le CSRD. Voilà, en mode contrôle. Et on est une société qui va de plus en plus vers le contrôle. Et donc, ce qui dénote notre sentiment profond d'insécurité, bon, je passe, c'est un autre sujet, mais ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, la morale, elle déplace le sujet du point de vue technique pour dire non, c'est un sujet... Alors, la morale, ça fait partie des normes. Donc, il y a les normes écrites, les normes non écrites. Et voilà, c'est ça. Et très souvent, quand j'accompagne les organisations, je dis... Mais est-ce que vraiment c'est clair que la nouvelle norme, alors je ne parle pas de morale, mais la nouvelle norme, c'est ça, il y a les choses qu'on ne peut plus faire, les choses qu'on va faire maintenant, est-ce que c'est clair? Voilà, c'est ça, on pose la norme, il faut la poser, il faut qu'elle soit vue, connue, apprise, acquise, voilà. Et souvent, ce n'est pas fait. Et donc là, ils disent, voilà, la morale, et ils disent ils montrent, je vous invite à aller, je l'ai fait suivre sur mon LinkedIn, vous pourrez aller voir, qu'il y a 4 biais cognitifs qui renforcent cette difficulté à moraliser le sujet. C'est une parenthèse, mais je trouvais ça passionnant. Voilà. Et donc, tout ça,
Vous voyez, là, dans le modèle, au début, on est beaucoup dans la psychologie. C'est un modèle qui est psychologique au début, et plus on va avancer, plus elle va être pratique et comportementale. Et donc après, l'individu est beaucoup plus en capacité de préparer, et surtout, tout ça va préparer la capacité à agir. Ça ne prépare pas que le plan d'action, qui est l'étape suivante. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on est à l'étape de la préparation, c'est-à-dire du plan d'action, je me suis rendu compte en faisant cette fresque que très souvent, il y a une grande confusion entre préparation et action. Comme si quand on est dans la préparation, en gros, on a agi. Or, souvent, c'est à cet endroit-là que ça bloque. Mais voilà, je ne rentre pas plus dans le détail parce qu'il faut le vivre, mais c'est clair que la préparation, elle comprend en genèse, comme un œuf, toute la suite, toutes les étapes suivantes. C'est-à-dire que la préparation, si c'est le plan d'action, c'est facile. Puis plus on va avancer dans les étapes suivantes, qui sont l'action. Alors, je mets aussi la rechute, parce que l'action, la rechute, elle peut avoir lieu tout le temps, à n'importe quel stade, et elle peut vous ramener partout. Voilà. Mais l'action, le passage de test, est la phase la plus fragile du modèle. C'est celle qui est la plus sujette à rechute. Mais après ça, il y a une phase qui s'appelle le maintien de l'action, et puis la terminaison. Et en fait, plus on avance dans la compréhension de ces étapes, et plus on se rend compte que, la préparation, il faut voir ça aussi. Par exemple, qu'est-ce qui fait qu'on va être capable de poursuivre l'action ? L'apprentissage. Pourquoi ? Parce que le changement, ça s'apprend. C'est pas un truc inné. Souvent, on dit, ça y est, t'as ton plan d'action, c'est bon, vas-y. Oui, mais peut-être que je sais pas faire du vélo. Et peut-être je sais pas le réparer. Alors, je prends un exemple simple. Mais c'est le cas pour tout. S'il faut changer les fournisseurs, le type les achats, on change de matière. Bon, tout ça, c'est un apprentissage. Et au moindre risque économique, risque social, j'en sais rien. Pouf, on revient vite aux habitudes antérieures. Donc, c'est vraiment cette idée de dire comment je fais pour que l'action teste. Je fais un premier test. OK, mais qu'est-ce qui va faire que ça continue ? Dis donc, à la préparation, il faut que je m'occupe de tout ça. Il faut que j'apprenne à changer. Donc, qu'est-ce que je mets en place pour apprendre ? Et puis, il y a aussi un processus qui est très intéressant pour continuer l'action, la maintenir. C'est les contre-mesures. On ne peut pas changer si on ne se réorganise pas. Alors, je donne un exemple très, très, très simple. Le vrac. Je le sais parce que je l'ai vécu il y a 15 ans. Le vrac. Si tu achètes du vrac, tu reviens avec des sachets à la maison, tu les bourres dans ton placard et 15 jours après, il y a des mythes partout. Tu as un élevage de mythes. Et je suppose que ce n'était pas vraiment ton projet. D'accord ? Si c'est ton projet, je dis rien, mais je suppose qu'en général, ce n'est pas le projet. Donc, moi, j'ai vécu avec des mythes petites, puisque ma mère achetait tout en vrac, par correspondance à la marque Déméter, qui était pionnier du bio, et même du plus que bio, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin bon, bref, je passe. Et en fait, on a eu les mythes. Voilà. Donc, moi, la première chose que je me suis dit, c'est je vais acheter des bocaux. Voilà. Donc, je m'organise. Je pense avant. Donc, je vais pas du tout acheter du vrac. J'achète des bocaux. Ça m'a pris des mois, parce qu'à l'époque, c'était pas très à la mode. J'ai eu mes bocaux. J'ai pu acheter mon vrac, mais il fallait encore, je trouve, un endroit où il y avait du vrac. Et il y a 15 ans, il n'y avait pas tant d'endroits que ça. Donc, du coup, je change, je modifie ma trajectoire de course et je retrouve. Voilà. Donc, tout ça, c'est de l'organisation. C'est ce qu'on appelle les contre-mesures. Il n'y a pas que ça. Il y a les process. Si on est dans une entreprise, peut-être il y a des choses vont se passer entre les services qui sera différent. Peut-être que blablabla. Et donc, tout ça, préparation. Et quand tu rechutes, je rechute, est-ce que tu repars à des étapes antérieures ou si tu t'y remets, tu reviens à l'endroit qui était juste avant la rechute ? Enfin, comment ça se passe ? Eh bien, en général, tu reviens avant. Tu reviens avant. Voilà, très souvent en contemplation. Oui, mais j'ai déjà essayé. J'ai fait du covoiturage. Et le gars, il était tellement bavard. Et juste moi, qu'est-ce que j'aime dans ma voiture ? C'est écouter de la musique tout seul ou de faire ma méditation au volant. Ouais. Et non, et voilà. C'est mort. C'est marrant ce que tu dis. Ça me fait penser à, je crois que c'est en début de semaine ou début de semaine dernière.
je sais plus trop le temporaliser, mais Jean Covici était interrogé sur RTL ou Inter, et notamment sur les changements profonds, et la journaliste lui dit oui, mais enfin, si vous êtes une famille, que vous avez 4 gamins, vous comprenez bien que vous êtes obligé d'avoir une grosse voiture pour déplacer tout le monde, etc. Et il a cette réponse qui tue, en fait. Comme il sait le faire, il dit il n'y a pas de changement sans changement de comportement. Il n'y a pas de changement sans changement de comportement. Donc on va aussi avoir besoin de changer ses comportements. Et donc c'est là où je vois tout à fait tes balances, bénéfice-risque, et puis où est-ce que j'en suis, en fait. C'est ça. Et donc oui, il y a pas de, enfin, t'as des mythes si t'as pas de bocaux, en fait. Et C'est donc ça. pour que t'aies des bocaux, il faut que tu t'organises. Donc en fait, c'est quand même un chemin, en fait, que tu fais, que t'avais pas l'habitude de faire, qui peut être contraignant au départ. Après, il y a très certainement beaucoup de joie là-dedans. Donc c'est aussi des choses qui sont agréables. Mais oui, changement égale aussi changement de comportement. C'est ça. Moi, ce qui m'interpelle, en fait, dans le schéma de l'action, c'est que, dans la carte action, tu disais tout à l'heure, on doit être capable dans les entreprises de créer des espaces de sécurité émotionnelle, en tout cas où on est capable de déposer ses émotions, de sécurité affective aussi, je pense. Sur le cas de l'action, je pense qu'on a aussi besoin de créer un cadre où l'échec est accepté, et on en fait presque une forme de promotion, en fait. Parce que dans une organisation, aujourd'hui, tu es évalué sur tes réussites. Quand tu as un échec, et potentiellement, ça peut te ralentir dans ta progression dans la boîte. Et donc, tous les acteurs, RH, dirigeants, culture, valeurs, doivent quand même aussi s'aligner autour de ça. Oui. Et donc, ça doit être un changement aussi important à avoir, de se dire que cette transformation, ce chemin de transformation que collectivement, on doit faire, qu'en plus on n'a jamais fait, puisque c'est quelque chose qui est assez unique, ce qui nous arrive, en fait, on va peut-être se planter, et que te planter n'exclura pas le fait que tu puisses faire une belle carrière dans l'entreprise. Oui. C'est intéressant parce que il y a 20 ans, j'étais un peu dans les milieux aussi de l'engagement social. Donc, il y avait avec Patrick Vivray, il y avait Ivan Matchev, qui est un des grands de l'intelligence collective, un des grands pionniers, et que j'ai la chance d'avoir dans mon CA de nature humaine. Et Ivan m'avait dit, tu vois, le truc le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qui va nous faire réussir et qu'est-ce qui va nous faire échouer. Et les entreprises, elles détestent l'échec. Il y a comme un truc, tu vois, des œillères. Et ça m'avait vachement touchée. Et maintenant, je le vois parce que c'est des choses, moi, que je pose au niveau de la préparation. Je dis, est-ce que vous avez regardé ça? Qu'est-ce qui va nous faire réussir et nous faire échouer? Et donc, c'est vraiment cette culture de l'échec qui est plus de la rechute, du coup, qui est de comprendre que ça nous montre, toute situation de frein ou d'échec nous montre de quoi on a besoin pour être capable. Je parlais de la capacité tout à l'heure. Donc ça nous montre vraiment ça. Et donc d'accepter, et le modèle pose ça. Changer est un processus. Est-ce que j'accepte toutes les étapes? Ou est-ce que j'ai toujours bien en tête mon objectif, qui est l'objectif d'une transformation? Ou est-ce que j'accepte que c'est un processus, et que ce processus est plus transformateur que vouloir atteindre le but. Vouloir atteindre le but, c'est me mettre moi-même dans l'échec. Voyez, il y a souvent cette idée, le chemin est plus important que le but. Et parfois, on se dit, c'est un peu tarte à la crème, c'est un peu... ouais, mais moi, j'ai le sentiment de réaliser que tous ces pas sont des réussites, sont déjà des objectifs atteints et plus puissants qu'un seul objectif qui ne s'atteindra jamais de cette façon-là. C'est impossible, parce que ça voudrait dire qu'on ait le contrôle sur tout, ce qui n'existe pas, même si on essaye. Et donc, il y a trop d'interférences, j'arrive pas à trouver le mot, d'acteurs, et puis la vie qui fait absolument ce qu'elle veut, et donc qui va nous présenter des situations qui sont certainement plus intéressantes que celles à laquelle j'avais pensé. Et puis aussi, moi j'ai vu beaucoup d'acteurs qui avaient été dans un échec, parce que parfois ça ne marche pas,
Ça avait fermé la porte à tout autre changement. C'est-à-dire la non-acceptation d'un aléa crée la fermeture. Alors parfois, il y a des enjeux derrière. Je pense à une collectivité territoriale que j'avais accompagnée sur un projet qui vraiment, ça avait merdé parce que le gestionnaire avait mal géré je veux pas trop en dire puisque c'est confidentiel, mais je veux pas qu'on identifie le territoire, mais voilà, il y avait eu des dégâts en fait. Et donc du coup, l'outil ne fonctionnait plus et ceux qui devaient l'approvisionner étaient furieux parce qu'il y avait plein de choses qui étaient arrivées. C'était complexe. Et donc, sentiment d'échec, sentiment aussi des coûts financiers tellement excessifs qu'après, au bout d'un moment, le territoire, il dit, attendez, on est un peu exsangue là, on veut bien, nous, être très pionniers sur ce genre de sujet. C'était la méthanisation. Je vais en dire un peu plus parce que sinon, ça va être trop sibyllin. Mais là, ça coûte trop cher, quoi. Il y a trop d'aléas. Donc, c'est ça aussi. C'est comment on se prémunit d'échecs aussi cinglants, aussi coûteux, en posant des bonnes conditions. Parce que c'est ça, en regardant, parce que moi je suis arrivée après et j'ai dit, on va regarder ce qui s'est passé. Est-ce que toutes les conditions étaient... Est-ce qu'on n'a pas démarré trop vite? Souvent, il y a des projets, très souvent, si souvent, on a démarré bien en tête, on a l'impression que tout était vert et on avait tout, mais on a oublié plein d'acteurs sur le terrain. On a oublié des acteurs essentiels. Ils n'étaient pas si partie prenante que ça, on les a pas si... mis en écouter. Voilà. Et puis peut-être qu'on a été trop vite et on ne s'est pas suffisamment pris conseil auprès d'autres collectivités qui avaient déjà eu l'expérience. Voilà. Donc c'est ça en fait. C'est peut-être ça prend plus de temps au démarrage, mais que de temps gagné ensuite. Combien de projets bloqués depuis 10 ans, 20 ans, alors que la loi est favorable à ces projets. C'est ça qu'on me dit, oui, mais j'ai la loi pour moi. Oui, mais les gens, ils savent bien qu'un procès, ça va prendre 10 ans, donc pourquoi, tu vois. Donc, c'est vraiment cette idée, comment je démarre mieux. Et ce qui est chouette, c'est que c'est jamais trop tard. Ok, j'ai été loin. Je vois qu'en fait, j'ai un pied encore très important en contemplation. Qu'est-ce que je peux tirer de cette étape et des processus pour aider à ce que mettre de l'huile dans les rouages. Voilà, c'est vraiment cette idée. Et je me demandais, quand tu as au sein d'une équipe des personnes qui, à titre personnel, sont dans des étapes vraiment différentes, est-ce qu'elles peuvent travailler ensemble? Est-ce que ça crée pas et ça génère pas énormément de tension? Oui, alors j'ai eu différents cas de figure. J'ai effectivement des cas de figure où les personnes sont pas au même stade évident. Et donc, moi, j'essaie d'évaluer qu'est-ce qui va être le plus pertinent. Est-ce que ça va être de créer plutôt une motivation collective, de re-questionner la motivation individuelle et collective? Par exemple, j'avais un client qui était très challengé par le risque client, parce que ses produits étaient mal notés sur une application de notation. Et ils étaient persuadés que les salariés étaient très motivés à mettre en œuvre la feuille de route qui venait d'être sortie. Ils rencontraient beaucoup de résistance, de difficultés en fait. Même pendant les formations à l'éco-conception de leurs produits, le formateur se faisait lyncher aux limites. Voilà, donc il y avait de l'agressivité, il y avait beaucoup d'expressions. Et j'ai dit, oui, c'est que du coup, et le directeur RSE était persuadé il dit, mais ils sont tous très motivés, ils ont tous un esprit de bon citoyen. Et moi, j'ai dit, oui, le bon citoyen, oui, ça marche chez soi. Mais dès qu'on passe les portes de l'entreprise, c'est plus les mêmes valeurs, c'est plus les mêmes codes, c'est plus les mêmes normes, c'est plus les mêmes représentations. Ça fait beaucoup quand même pour un individu. Donc, il rentre dans l'entreprise tous les jours, il change en fait, il peut changer d'échelle de valeur. Et donc, du coup, là, non, c'est le risque la perception du risque. Donc, la motivation, c'est le risque client. Et c'est une motivation qui est importante, qui est intéressante, mais qui n'est pas suffisante pour mettre en œuvre de tels changements. Et donc, j'ai proposé de construire la motivation. Et ce qui était très chouette, c'est que du coup, ça permet de parler de sujets dont on ne parle pas forcément et de dire pourquoi on va le faire. Pourquoi on va le faire? On nous demande de le faire. Donc, on n'a pas trop le choix, mais est-ce qu'on peut avoir un vrai projet de service?
avec construit autour de la motivation, puis ensuite de regarder les résistances. Et donc là, typiquement, on est à la phase de contemplation. C'est-à-dire qu'on fait un travail pour les gens en contemplation, même s'il y a des gens plus devant, mais chacun a la possibilité d'apporter une part pour créer un gâteau collectif. Après, ça m'est arrivé d'accompagner des directoires où les dirigeants du CODIR ou du COMEX avaient vraiment des enjeux très différents. Et donc, les enjeux sont plus importants. On est moins... Alors, parfois, ils sont d'accord comme un service de créer un esprit collectif, mais parfois, ils ont l'impression que enfin, il y a la RSE, puis il y a les autres directions, et on a le sentiment qu'il n'y a pas de transversalité. Et là, ça peut devenir complexe parce que il peut y avoir des directeurs ou directrices qui ont le sentiment qu'on va casser la boîte. Et donc, le travail va se situer à un autre niveau. Alors, ce sera toujours la motivation, le sens, mais ça peut être ça, mais ça peut être d'autres choses. Mais ça peut être carrément un travail de coach, en fait, avec un objectif précis d'évolution, d'accompagner ces tensions-là. Ça m'est arrivé d'accompagner, alors là, ce qui me vient en mémoire, c'est plus donc c'est aussi des dirigeants, mais des élus d'un territoire. Et le matin, on leur a fait faire une fresque de l'économie circulaire avec une collègue qui est capée pour ça. Et c'est un super moment. Mais les dirigeants qui étaient réfractaires sont restés réfractaires. Et ils ont dit l'après-midi, donc c'est moi qui étais en charge de l'après-midi, où je devais faire travailler justement plus les valeurs qu'on va défendre, enfin les aspects, comment on va préserver le territoire grâce à l'économie circulaire et qu'est-ce qu'on a envie de préserver comme valeur et construire une motivation autour du projet. Et ils avaient dit qu'ils ne resteraient pas. Et c'est vrai que l'élu aux finances, qui était, lui, bien réfractaire, a dit moi, je prendrai juste le café avec les collègues, puis je me casse, parce que moi, les travaux en collectif avec des post-it, je déteste ça. Et en fait, c'est lui qui a le plus bossé l'après-midi. Il était très moteur, parce que je suis venue chercher dans ses tripes son territoire, qu'est-ce qui fait la beauté de son territoire, qu'est-ce qui va faire qu'on la préserve, etc., etc. Donc, c'est un beau moment de voir qu'on peut aller chercher des gens très réfractaires. Après, il n'y a pas de miracle. C'est-à-dire que maintenant, ce client, je le suis. Lui, il a trouvé d'autres façons d'être réfractaire et d'être extrêmement dur. Et en même temps, moi, je trouve que, en tant qu'élu aux finances, il vient poser des questions qui sont intéressantes. Mais voilà, je veux dire, on peut trouver des façons, effectivement, de créer de la cohésion, de créer un projet. Mais parfois, ça reste ardu et ça reste difficile, ouais. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait, parce que même si tu le disais, il y a beaucoup de gens encore qui sont dans les premières étapes de ce modèle-là. Ouais. J'ai le sentiment souvent que dans une même équipe et même dans un cadre qui est pourtant très normé, qui est celui de l'entreprise, on a des personnes qui peuvent être soit avec des enjeux différents, soit à des niveaux de motivation aussi extrêmement différents. Et voilà, comment est-ce qu'on crée quelque chose de plus collectif et on a souvent tendance à dire il faut aller à la vitesse du plus lent pour embarquer tout le monde. Et ça peut être très, très frustrant pour ceux qui ont déjà beaucoup d'avance, en fait. Ouais, ça va l'être. Puis il y a des gens qui démissionnent pour ça. Moi, je connais plein d'équipes où... D'ailleurs, tu as de ce que toi, tu as observé, ou est-ce qu'il existe des statistiques qui disent un peu la répartition des personnes dans ce modèle-là? Combien de personnes sont, combien de pourcents sont dans l'action, combien dans la pré-contemplation, combien sont dans la suite? Alors, il y a les statistiques du modèle qui disent 40% en pré-contemplation, 40% en contemplation, et le reste qui s'échelonne sur la phase de préparation à terminaison. Les dernières études de EDF sur l'engagement valident
ça, puisque on est à 37% dans le déni, donc dans la précontemplation, 10% déni des enjeux, 27% qui semblent rechercher de la sécurité dans l'idée qu'en fait, oui, il y a un problème, mais il n'est pas du fait de l'homme, pas de fait de l'humain, il n'est pas anthropique. Donc on retourne dans une forme de négationnisme, une forme d'obscurantisme, et on va le voir, ça fait partie du changement, ça fait partie des cycles de changement que de retourner dans l'obscurantisme, parce que quand le changement est trop angoissant, on va avoir cette tendance à aller là. Et donc moi, j'ai confiance qu'on n'y restera pas. Ça fait partie des cycles. Il ne faut pas regarder ça comme un échec. Là, je voyais encore que la voiture électrique allait être mise en cause, même par des dirigeants, etc. Donc vraiment, voilà, on va rentrer dans une phase, plus on va avancer vers la transformation et plus les oppositions vont se durcir. Ça fait partie de la réalité du changement. Il faut le savoir pour ne pas baisser les bras et savoir qu'on est juste dans notre position et prise de parole. Et que ça fait partie d'un système qui meurt, que ces oppositions-là. C'est plutôt même, je dirais... Bon signe. Bon signe, voilà. On pourrait faire des comparaisons avec des maladies aussi. Mais bon, je ne vais pas aller là. Donc beaucoup d'adversité à venir, en fait. C'est ce que tu dis. Moi, j'ai toujours été dans l'adversité. Donc, je ne sais pas si ça va changer quelque chose pour moi. Je ne sais pas du point de vue de personnes qui sont plus récentes sur ces sujets-là. Nous, on a quand même connu le fait d'être extrêmement des minorités très, très, très mises de côté, en fait, dans notre parole, dans nos actions, dans nos demandes. Et donc aujourd'hui, je trouve plutôt que on a plus de place, plus de lumière, qu'enfin les enjeux sont reconnus. Moi, j'ai plutôt le sentiment que c'est bien, en fait. Après, ces raidissements et retours en arrière, oui, je les regarde et je trouve, je sais que c'est normal. Alors, du coup, ça ne m'abîme pas, ça ne m'effrite pas. Après, je dois aussi prendre soin de mes émotions. Moi, ce sera plus la tristesse par rapport aux dégradations, par rapport aux disparitions d'espèces, au fait que les arbres meurent. Voilà, c'est plus ça, moi, que mon challenge émotionnel. Donc, que je gère à ma façon, enfin, voilà, de façon, mais je suis attentive à ça. Donc, il faut être attentive à nos émotions en tant qu'acteur de changement. Mais ça ne me fait pas peur, cette adversité, parce que ces cycles sont normaux, presque biologiques. Voilà. Tu voulais, oui, qu'on parle du sentiment de capacité. Oui, oui, c'est le deuxième facteur qui est très mis en valeur. Alors, pourquoi je vais en parler ? Parce qu'on est tous face à ça. Et aussi parce que, tout à l'heure, je parlais de la motivation. On ne peut pas atteindre un but sans savoir pourquoi on le fait. Il va y avoir des motivations qui vont nous pousser ou nous tirer, comme la contrainte ou le sentiment, la compréhension du risque. C'est pas des motifs. Et puis aussi les émotions, la peur, la colère, ça peut nous faire agir, le sentiment de culpabilité. Tout ça, c'est des plutôt extrinsèques, tout ça. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est des motivations qui sont de l'ordre de la contrainte. C'est la contrainte interne, émotionnelle, mais du coup, on va pas très loin avec ça. On s'épuise, on épuise son entourage. Donc, c'est vrai que il y a des motivations comme les bénéfices, la représentation, la perception, et puis les valeurs, le sens profond de l'engagement qui sont plus porteurs au long terme et nous permettent mieux de dépasser les aléas. Donc ça, c'est vraiment cette question de la motivation qui est très présente dans la balance décisionnelle. Et puis, il y a le sentiment de capacité. Pourquoi ? Parce que on ne peut pas atteindre son but sans motivation, mais aussi sans avoir la possibilité, la capacité de réussir. Si on n'a pas un minimum ce sentiment, on ne va pas y aller. Donc ça, c'est quelque chose qu'a bien observé un psychologue, que tu dois connaître, Lucie, peut-être, qui est Bandura, qui est un des grands psychologues, père de la psychologie de l'apprentissage et du développement de l'enfant, et qui a observé que l'enfant doit se sentir capable pour apprendre et agir, à changer. Et ce sentiment de capacité, il est fait de plusieurs éléments.
Et il est hyper important de les connaître et de savoir les accompagner parce que sur des enjeux aussi extrêmes que les enjeux que l'on connaît, climatiques, écologiques et autres, on va très vite se sentir pas capable. Et donc, on va aller dans le sentiment d'impuissance. Donc, le sentiment d'impuissance, moi, je l'accompagne de différentes façons. Je l'accompagne aussi en définissant la juste zone de capacité, mais je travaille aussi sur le sentiment de capacité qui s'appelle en réalité le sentiment d'efficacité personnelle ou d'auto-efficacité. Mais je trouve que le sentiment de capacité, c'est plus facile à comprendre. Et donc, il a observé, M. Bandura, que les enfants, ils arrivent à agir parce qu'ils observent. C'est l'observation des autres que moi-même, des autres identiques à moi-même. C'est ce qu'on appelle aussi la parité. Ça m'a beaucoup intéressée à la Convention des entreprises pour le climat où on s'est rencontrés. J'avais été invitée à piloter la session 5 et à piloter la session 5 sur l'engagement des équipes et de voir que beaucoup de dirigeants étaient en capacité par cette mise en relation d'autres dirigeants qui changent, qui ont les mêmes enjeux, qui ont les mêmes contextes. Voilà, c'est ça, cet autre que moi-même. Les enfants changent parce que d'autres enfants font. Si c'est un adulte qui fait, ils vont pas apprendre pareil. Ils vont apprendre pareil parce que c'est les enfants qui font devant eux. Donc la première chose, c'est ça, c'est vraiment cette parité, cette observation d'un autre que moi-même, identique. Donc ça questionne beaucoup cette mise en réseau, cette fraternité, cette sororité, qui est très soutenante. Et moi, je l'ai vu chez les élus aussi, dans le cadre du dispositif Sytergie qui s'appelle aujourd'hui CAE, c'est-à-dire Climat, Air, Énergie, qui est un dispositif de labellisation des territoires et des collectivités dans leur engagement pour mettre en place... Enfin, c'est un outil de management environnemental qui aide les collectivités à mettre en place les plans climat. Et qui permet une labellisation, c'est que la mise en réseau des élus qui change, et j'en ai interviewé plein, donc j'ai vraiment observé ça, extrêmement soutenante. Il l'a fait, il est comme moi, alors ça me motive. La deuxième chose, c'est la mémoire de l'expérience. C'est-à-dire, est-ce que dans ma mémoire de mes expériences, je suis capable de puiser des ressources qui me permettent de me dire « je peux, je suis capable ». Et j'ai observé, toujours dans cette étude pour l'ADEME sur les élus, dans le cadre de Sytergie, que le fait d'avoir une expérience, notamment de management, de direction ou de mobilisation de grands collectifs, rendait beaucoup plus capés les élus à mettre en œuvre des démarches écologiques et climatiques qui nécessitent beaucoup de transversalité et de mobilisation. Donc, c'était intéressant. Donc, c'était pas lié à la personnalité, comme je l'ai cru au départ, mais vraiment au fait de puiser dans l'expérience et d'avoir des expériences positives à laquelle je peux me référer par mon passé. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a alors, c'est lié aussi au sentiment de compétence. Donc, ça peut être aussi d'identifier est-ce qu'il n'y a pas des compétences à laquelle je peux me former pour augmenter mon sentiment d'efficacité. Voilà. Donc, il y a d'autres critères. Après, je vais pas aller plus loin, mais et ce sentiment de capacité, moi, comme j'accompagne des dirigeantes, alors soit RSE, soit d'entreprises qui portent cette transition et qui se sentent en difficulté dans la mobilisation, malgré tout l'outillage technique, pratique qu'ils ont, ce sentiment-là, il vient constamment. Beaucoup se sentent dans l'impuissance et se sentent en échec ou en difficulté ou en sentiment que ce qu'ils font, c'est pas suffisant. Et donc, on va travailler ça. Et ça, dans le modèle, il est central parce qu'on se rend compte que plus ce sentiment de capacité est construit et plus les personnes sont en capacité de passer les étapes. Oui. Donc ça, c'est vraiment imparable. Et c'est parce que tu parlais de Bandura et moi, ça m'a fait penser à Vroom. Je sais pas si tu le connais, mais pareil, sur les 3 piliers de la motivation qui sont en facteur. Donc, si 1 est égal à 0, il y a pas de motivation. Et là, tu retrouves la capacité. Oui. C'est est-ce que ça vaut la peine ? Qu'est-ce que j'y gagne ? Mais surtout, est-ce que je suis capable ? C'est ça. Et c'est les 3 combinés ensemble qui te mettent en mouvement. Tout à fait. Ouais. Tout à fait.
Et donc, ça me fait penser à la balance décisionnelle. Enfin, Oui. là, je vois les... Tu vois les relations. Je vois les deux. Ouais. Ce modèle, il est intégratif. Oui. Comme tu le sais, il a été fondé sur 26 modèles. Oui. Il continue à intégrer d'autres modèles. Moi, je le fais, comme tu viens de le faire en intégrant Vroom. On a un projet, j'espère qu'on aura les financements avec ma collègue et amie Valérie Brunel, qui est docteur en sociologie clinique, de le reprendre pour le nourrir encore plus, pour qu'il soit en capacité d'accompagner les organisations et notamment les dirigeants dans leur transition. Voilà, parce que c'est vrai que j'adore ce modèle parce qu'il est intégratif aussi. Tu vois. Tu accompagnes énormément les dirigeants, les entreprises. Est-ce que cette fresque, elle pourrait aussi servir aux soignants? Alors, tu le disais, oui, parce que ça, tu vas dans ça le... pourrait. Ouais. Pour la cigarette, ça pourrait revenir à sa source, en fait. J'y ai pas pensé, mais là, j'ai une association Plastique Odyssée. Il se trouve que j'ai formé la dirigeante de Plastique Odyssée qui va de par le monde en bateau. L'association se déplace pour aller sensibiliser à la pollution plastique et ils m'ont demandé si je pouvais le transformer pour les enfants. Moi, j'adorerais la mettre à disposition gratuitement pour tous les enseignants. Je suis intervenue dans la classe de ma fille avec une fresque rapidement bricolée il y a 2 ans. Et les enfants, ils ont adoré pouvoir parler de leur éco-anxiété, de pouvoir parler du sentiment d'impuissance dans lequel ils se retrouvent beaucoup. C'est hyper essentiel, quoi. Et puis aussi, ça peut même être utilisé dans le milieu thérapeutique. C'est-à-dire, même pour un projet de changement personnel, moi, je l'ai fait. Je le fais sur moi et je regarde où est-ce que j'en suis. J'ai dénoué des nœuds, des problématiques importantes. Je donne un exemple. Voilà, on m'avait proposé un projet. Et je me suis dit, pourtant, ça m'apporte le changement dont j'ai besoin. J'ai besoin de changement, donc c'est chouette, c'est un vrai changement, ce projet. Puis d'un coup, j'ai dit, mais je sais pas quel changement je veux. C'est pour ça que je retourne en contemplation. Tu vois, je veux tout de suite passer à l'action, en fait. Et quel changement je veux? C'est la préparation. Donc, j'arrête pas de faire bim. Je fais contemplation, action, voilà. Et en fait, du coup, non. C'est pas le changement que je veux. Voilà. Donc, et même, j'ai fait avec des personnes, parce que j'ai fait des tests aussi sous le format fresque, et avec des personnes qui ont apporté des situations perso ou pro. Coaching, voilà, et ça fonctionne hyper bien. Tu le disais, Séverine, tu as formé beaucoup de personnes à cette fresque, dans les entreprises et aussi des animateurs. Aujourd'hui, si demain une organisation nous écoute et souhaite mettre en place cette fresque, comment elle fait? À part te contacter directement sur LinkedIn, on mettra tes coordonnées, bien sûr. Oui, on peut me contacter sur LinkedIn. On peut aller voir la présentation sur le site nature-humaine.fr. Voilà, là, c'est bien visible, la fresque. On est une équipe, donc voilà, c'est vrai que pour l'instant, j'ai souhaité que cette fresque soit animée par des personnes vraiment capées pour. C'est pas des animateurs, elles sont toutes, c'est que des filles pour l'instant. Elles sont toutes coach, facilitatrices de haut vol, expertes en pédagogie pour adultes, voilà. Parce qu'en fait, pourquoi? Alors peut-être ça va changer, mais pour l'instant, j'ai besoin d'être certaine que la personne qui anime la fresque soit en capacité d'accompagner un enjeu de transformation. C'est même la fresque d'une demi-journée qui pourrait se contenter d'être ce qu'elle est, c'est-à-dire comprendre le changement, changer son cadre de référence sur le changement, prendre en main et commencer à percevoir ce que je peux changer, alors que la fresque d'une journée est plus sur... du coup, qu'est-ce que ça change? J'ai besoin que comme ça chahute, c'est sur l'humain, c'est fondé sur de la psychologie et du comportementalisme. J'ai besoin que les individus maîtrisent à minima, les animateurs maîtrisent ces concepts et la transformation que ça suscite pour pouvoir en fait accompagner finement ça et voir les jeux psychologiques qui peuvent se jouer et être en capacité aussi à dire tiens, ça c'est plus pour toi, tiens, tu sais quoi, je sens là, c'est plus pour toi. Voilà. Après, ça m'est arrivé dans des contextes que j'aime moins, un peu tendus, parce que la fresque dure 3h30 minimum, 7 heures, voire plus si affinité.
dans des contextes contraints de présentation, de la faire en 1 heure ou 2 heures, ce que je déteste, je préviens tout le monde, n'essayez plus. Vous serez reçus. Et ça fonctionne quand même, en fait. Il y a quand même l'effet waouh. Sauf que moi, je m'ennuie parce que être juste animatrice de fresques, ça m'intéresse pas. Moi, ce que j'aime, c'est accompagner les transitions, les transformations. Mais peut-être que je vais trouver des animateurs que ça dérangera pas. Voilà. Bon, super. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter qui est important sur ce sujet de la fresque? Peut-être une chose, je sais pas pourquoi j'y pense, mais il y a un processus qui s'appelle célébrer, valoriser. J'ai accompagné des projets ou des territoires essentiellement où il y avait eu beaucoup d'engagement sur des plans d'action. Et puis le programme suivant, c'était le programme biodiversité et plus personne voulait y aller. Les élus disaient « Ah, mais c'est bon, on a fait ce qu'il fallait ». Où je me suis rendu compte qu'en fait, tous les efforts immenses qui avaient été faits n'avaient pas été récompensés, reconnus, valorisés, montrés. Et d'une part, de faire ça, de ne pas montrer, de ne pas reconnaître, de ne pas valoriser, ça fait que seuls les gens bénévoles et très volontaires vont venir. C'est-à-dire une minorité. Puisqu'après tout, seule la motivation très forte des individus compte, puisque de toute façon, ils ne seront pas reconnus dans ce qu'ils vont faire. Et en plus, le fait de ne pas célébrer faisait qu'on ne pouvait pas passer à l'étape suivante. Donc j'avais envie de parler de ça. Qu'est-ce que ça veut dire célébrer ? Qu'est-ce que ça veut dire reconnaître ? Il y a plein de choses. Et ça nous ramène à la préparation. Au niveau de la préparation, c'est jamais trop tard, on peut repréparer plus tard, ça crée une sorte de boucle entre préparation, action, maintien, rechute, tout ça, une boucle de renforcement, de renforcement de notre capacité à muter, à se transformer. Et cette valorisation, cette célébration de vraiment reconnaître que nos efforts, on est fiers. Voilà, la fierté. Je travaille beaucoup ça en entreprise. C'est génial, la fierté. Une émotion si mal aimée, parce qu'on a l'impression que c'est égoïste, alors que la fierté, c'est une des émotions qui crée le plus de liens sociaux, le plus d'énergie pour l'action, qui crée le plus de résilience dans notre capacité à dépasser les difficultés. Donc, elle est juste fondamentale. Pourquoi elle existerait ? Sinon, je veux dire, la biologie n'est pas stupide. Elle nous met en place des émotions qui ont un sens profond, une valeur profonde. Et donc, du coup, mais vraiment, moi, je fais bosser des dirigeants jusqu'à qu'ils sentent la fierté. Parce qu'il y en a qui disent, mais non, mais nous, on n'est pas bon, on fait pas assez, c'est pas bien. Et j'ai dit, mais je te lâcherai pas jusqu'à que tu aies ressenti de la fierté. Et quand enfin ils la ressentent, comment c'est guérisseur de tous les efforts, de tous les murs qui se sont pris. Et puis, c'est hyper communicatif. C'est comme la joie, la fierté, la joie, c'est hyper communicatif. Et on voit tous les liens au management, à l'engagement de son équipe, sans même parler de changement. Ouais. Parce que la reconnaissance, la valorisation, la célébration, on sait à quel point ce sont des piliers importants d'engagement et de continuité d'engagement. Ouais. Donc, ok, super, merci beaucoup. En tout cas, de nous avoir fait ce plaisir, Séverine, d'être à notre micro une deuxième fois. Merci à vous pour votre écoute, vos questions. Et ouais, de prendre le temps d'approfondir ce sujet qu'on avait un tout petit peu touché la première fois en fin d'épisode. Donc, je le redis pour ceux qui ont envie de te connaître davantage, parce que là, on était focalisé sur ce sujet-là, mais donc ne pas hésiter à revenir à l'épisode 50 et puis te contacter. C'est assez facile, hein, juste en mettant sur Google fresque du changement, je pense qu'on tombe. Fresque des étapes humaines du changement. Fresque des étapes humaines du changement. Le titre est un peu long, mais j'avais besoin qu'il dise ce qu'il avait à dire. Et sinon, sur nature-humaine.fr, vous avez tout. Vous pouvez vous inscrire à la lettre. Il y a la section fresque. Sur LinkedIn, on mettra aussi ton LinkedIn. Bon, j'avoue, la lettre, je ne l'ai pas relancée encore. Mais c'est pas grave. Ça, tu vas la relancer. Ça t'obligera à la relancer. Tu vas avoir une vague d'inscriptions. Bon, merci beaucoup, Séverine. Avec plaisir. Mais vraiment, merci à vous.
C'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré. Retrouvez toutes les infos et les épisodes sur notre site tippingpoint.fr, tipping-point.fr. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager l'épisode le plus largement autour de vous et à mettre 5 belles étoiles pour nous aider à nous faire connaître. À bientôt!